La préparation physique au football, ça c'est un gros sujet, c'est un sujet qui fait parler, qui fait fantasmer. On se dit mais comment se préparent les joueurs professionnels? On a énormément de vidéos sur le sujet et pourtant malgré toutes ces vidéos, il n'y a pas beaucoup de remises en question, il n'y a pas beaucoup de sorties de la doxa un peu dominante sur le sujet. Donc on va parler, on va essayer de deviner ce que sera la préparation physique du footballeur de demain. Je ne vais pas faire de miracle, hein. Le sport, le football plus particulièrement, c'est simple, hein. 2 buts, un ballon, 22 joueurs. Ni plus ni moins. C'est pas à l'abri le football d'évolutions qui sont physiques, technologiques, réglementaires, tout ça, mais c'est pas comme l'athlétisme, c'est pas comme le cyclisme. Il n'y a pas, on pourrait se dire, il n'y a pas énormément de choses à changer. Et pourtant, on va déjà parler du constat d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que je constate à titre personnel. Peut-être allez-vous me donner, comment dire, allez-vous me montrer des choses différentes. Et ça m'intéresse. N'hésitez pas à en parler en commentaire un petit peu de ce que vous faites dans vos clubs, parce que c'est avec l'expérience qu'on apprend. Mais moi, ce que je vois notamment dans le monde amateur, c'est plein de croyances et des croyances souvent néfastes en fait. C'est pas des faits, c'est pas une vérité, c'est des croyances. On se dit, il y a une place particulière pour les gammes à l'entraînement, pour les étirements. D'ailleurs, les étirements, c'est souvent une catastrophe au niveau des footballeurs. Je vois des étirements dans tous les sens, ça me fait mal au cœur, hein. Il y a la question de la préactivation musculaire, de l'utilisation de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, gros sujet, on m'a déjà dit, ah oui, mais un club amateur va pas utiliser la fréquence cardiaque, c'est du budget, c'est du temps. Mais les clubs d'athlétisme font comment? Chacun a son moniteur cardiaque et puis on l'utilise et voilà, hein. Bon, il y en a qui ne l'utilisent pas, c'est pas plus mal non plus, mais il y a possibilité, ça peut être mis en place. Il y a des questions sur le renforcement musculaire aussi, des questions à soulever sur le travail de posture, puisque le travail de posture, à part à haut niveau, il n'existe pas. C'est dingue quand même. Donc, le travail physique, ça évolue et ça doit évoluer aussi. Pourquoi je dis que ça évolue? Parce que le monde du football, c'est pas un monde qui est sourd, c'est pas un monde qui ferme les yeux, surtout à haut niveau. Par exemple, il y a un article de Ouest France qui expliquait que les U15, U16 du FC Lorient ont eu des séances d'athlétisme, donc avec un club d'athlétisme de Lorient, ou proche, hein, moi je connais pas vraiment Lorient, dans leur préparation physique. Ça c'est super, ça c'est bien. Et ça montre qu'il y a de la communication entre les sports. Parce que c'est pas juste une lubie de ma part, parce que j'adore l'athlétisme, je pratique l'athlétisme, je suis formé en athlétisme, mais c'est une réalité. Ce sont des vases communicants, les sports. Combien de jeunes commencent dans un sport et réussissent à percer dans un autre? Jimmy Gressier, football à haut niveau, il est devenu recordman d'Europe de 10 km. Remco Evenepoel, il a fait du football, il a notamment été à Anderlecht et dans l'équipe nationale de Belgique. Maintenant, il est double champion olympique en titre sur route et en contre-la-montre. Parce que ça c'est logique, le football ça demande de la force unilatérale et bilatérale, comme par exemple la technique de pédalage peut en demander. Le football ça demande de la souplesse et c'est très utile pour transmettre le mouvement en course à pied, sachant qu'en plus on court dans le football, c'est hyper bénéfique. Donc on le voit, le point c'est que le football doit s'ouvrir à d'autres compétences et doit tisser des liens avec d'autres sports. Ça c'est un point. Bon là je prends l'exemple de la posture, je prends l'exemple de la comment dire, de la vitesse dans la préparation physique, de la technique de course, mais il y a d'autres exemples. Et pour continuer sur la technique de course, on va parler de l'urgente nécessité, oula, en plus avec la grosse faute là, qui est terrible, c'est un et de s'adapter, parce que la performance au football, elle se joue dans des détails, mais des détails qui peuvent faire la différence. Un joueur qui fait des sprints dans un match, il va courir à 20, 25, voire plus de 30 km/h, et régulièrement, il va enchaîner ses sprints et non ses sprinters. Et pour deux joueurs avec des capacités physiologiques semblables, donc on va dire avec le même cardio, la même endurance, la même vitesse, on peut avoir une différence du résultat dans la course jusqu'à 30% à cause de l'économie de course, à cause de la qualité de la posture. Là, on va me dire, mais 30%, tu me dis ça, ça veut rien dire, ça veut dire quoi sur, c'est simple, tu prends 10 mètres en fin de match. Imagine que tu es largué, que tu as besoin de faire un sprint et que tu démarres en même temps qu'une autre personne. Si si tu es plus frais, comment dire, et que tu arrives à avoir une bonne économie de course sur la fin du match, tu vas rattraper 3 mètres de différence en 10 mètres. C'est énorme. Par contre, si les 3 mètres, tu les encaisses, c'est pas juste 3 mètres que tu encaisses, c'est un but derrière. Je vais mettre en commentaire une vidéo que j'avais déjà mis en commentaire d'une autre vidéo que j'ai fait, où on voit Niklas Zule, Dortmund PSG de 2023, donc de décembre 2023, qui rattrape Mbappé qui est lancé, qui met un crochet au gardien Mbappé
et Mbappé tire vers le but vide et Zule revient de nulle part, tacle et sauve le ballon. Ça, s'il n'a pas un temps de réaction top, s'il n'a pas une bonne technique de course, il ne le fait pas. La science avance même. Bon, la science, c'est vague. Il faut savoir que ce n'est pas forcément un consensus scientifique, mais moi je suis d'accord avec ça, que chez les plus jeunes footballeurs, c'est même plus important de prioriser la technique de course en ballon, le travail de pied, que le travail de vitesse avec ballon. Parce que s'il sait courir, s'il sait faire des passes, s'il sait dribbler, il va savoir courir avec un ballon. C'est inutile de travailler la course avec ballon. Inutile, j'exagère, parce que là je grossis le trait, mais l'idée est là. Et plus encore, les athlètes qui récupèrent le plus de médailles internationales dans tous les sports, tennis, natation, cyclisme, athlétisme, tout ça, c'est des athlètes qui souvent font des sports variés quand ils sont jeunes et ne s'hyper spécialisent pas trop tôt. Donc tous ceux qui sont entraîneurs d'équipe U10, U11, faites tourner les postes. Les papas qui disent moi mon joueur je veux qu'il soit attaquant, je veux qu'il soit défenseur, machin, laissez-le le petit, il faut qu'il fasse d'autres postes et il faut même qu'il fasse d'autres sports. Ça c'est important, c'est même primordial parce que plus on s'hyper spécialise tôt, plus on va juste maîtriser des mouvements précis, mais on ne va pas maîtriser une gamme de mouvements large. Alors que pourtant, il y a tout un tas de choses à savoir maîtriser. Aujourd'hui, un gardien, c'est pas juste un gardien, c'est un défenseur. Un latéral, il multiplie les courses. Il est capable de faire des très belles transversales. Ça, avant, c'était des choses qu'on ne voyait pas. Mais c'est ce qu'on appelle la polyvalence. Et la polyvalence, il faut la développer dès le plus jeune âge. Donc, en pratique, toi qui regardes cette vidéo, tu vas te dire, mais comment je fais? Comment je mets ça en pratique? Alors, il n'y a pas une seule façon de mettre ça en pratique. Et je vais donner des idées qui restent générales parce que eh bien, si on ne fait pas un cas pratique, si je n'étais pas en face, je ne peux pas te dire précisément ce que tu dois faire, ce qui t'est adapté. C'est pour ça que j'ai tendance à encadrer des joueurs individuellement dans des petits groupes de 5, 6, voire 7 personnes pour pouvoir apporter la réponse la plus individualisée. Il y a aussi 2 vidéos de ma part sur la posture chez le footballeur, notamment dans les contre-attaques, qui sont à consulter, qui donneront un petit peu plus de détails. Donc, pour les débutants sur le sujet, la base de la base, c'est renforcement musculaire au poids de corps, abdos, tout ça. Et c'est travail de gamme. Parce qu'il faut faire des gammes, des montées de genoux, des talons-fesses, tout un tas de choses comme ça. C'est la base, c'est essentiel et c'est ça qui va permettre de creuser après. Parce que si, on n'a pas d'abdos par exemple, j'exagère, mais on va courir pas avec la bonne posture. Donc gamme, montée de genoux, talons-fesses, travail de cycle pour renforcer le corps de façon intense, tout en travaillant la mobilité et la coordination. Coordination qui est très importante au football. Si vous n'êtes pas capable de courir de façon coordonnée, j'ai du mal à croire que vous allez être capable de faire des choses coordonnées avec un ballon. Ça me paraît assez évident. Le renforcement musculaire, il va permettre un meilleur gainage dans l'effort. Les fractionnés en côte, si on les utilise de façon intelligente, ça peut permettre d'améliorer la posture. Parce que courir en côte, c'est compliqué, c'est exigeant. Franchement, des gammes renforcement musculaire, c'est 20 minutes cumulées dans une séance si on parle d'entretien de la capacité musculaire et moteur. Par contre, en préparation estivale, ça peut tout de suite être plus. Pour ceux qui sont plus investis, qui disposent de temps ou d'un club sérieux, possibilité de faire du cross-country l'hiver. Vous prenez un format court ou sprint de 1 à 4 km, ça permet de travailler la capacité aérobie, de s'entretenir pendant la trêve hivernale et en plus d'être exigeant sur le travail de foulée. Prenez un pistard qui fait du 800 mètres, mettez-le dans la boue, c'est pas dit qu'il fasse un bon cross parce que la foulée est vraiment différente. Donc faire un cross, c'est très très intéressant. Investir dans du matériel, ça peut être intéressant. Des haies, des box pliométriques, tout ça, ça peut être très utile. Enfin, pour les plus motivés, les athlètes de haut niveau, on peut encore décliner à l'infini. Je précise bien, les plus motivés, les plus encadrés et les athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que la motivation, c'est la base. L'athlète de haut niveau, au début, il a été motivé, puis il a été encadré, puis il est devenu athlète de haut niveau. C'est pas parce que vous avez 20 ans que c'est foutu. C'est plus compliqué, mais c'est pas foutu. Si vous avez 15-16 ans, c'est le moment, il faut être motivé. Ça part d'une motivation. Donc c'est pas réservé qu'aux athlètes de haut niveau, ce dont je parle. Donc pour les athlètes de haut niveau, il y a plein de possibilités. Faire de la visualisation, faire de la préparation mentale, toutes ces choses-là, c'est très très intéressant. Mais moi, ma spécialité, c'est l'analyse vidéo. Alors, au moment où je publie cette vidéo, il y aura une vidéo de faite sur l'analyse vidéo qui arrivera, parce que c'est un sujet intéressant, l'analyse vidéo. Aujourd'hui, on parle d'analyse tactique, c'est devenu incontournable, et ça, c'est à raison, hein, l'analyse tactique, c'est incroyable. Tout club sérieux, tout joueur sérieux doit faire de l'analyse vidéo, mais c'est réducteur de s'arrêter à l'analyse tactique. On peut aussi faire de l'analyse physique et posturale. Là, on va prendre cet exemple simple et efficace. Ici, on a 2 joueurs professionnels. Les 2 ont une mauvaise posture. Sauf qu'il y en a un, il se relève d'un tacle. Donc c'est normal qu'il ait une mauvaise posture.
Mais qui se relève d'un tacle? C'est compliqué à dire sans voir la vidéo. Et c'est le joueur bleu. Le joueur bleu, c'est normal qu'il ait une posture délicate parce que qu'il ait une posture très dynamique vers l'avant parce qu'il se relève d'un tacle. Donc, forcément, il faut se relever, il faut remettre une impulsion. C'est comme les sprinteurs de 100 mètres, ils peuvent mettre 20 à 30 mètres à bien se relever, bien droit pour courir. Donc lui, il a une posture pas mal. Il a le dos assez droit. C'est pas extraordinaire forcément, mais c'est correct. Lui, il se relève pas d'un tacle. Il n'a pas le ballon non plus. Donc eux deux n'ont pas le ballon. Donc ils n'ont pas de raison de mal courir. Et pourtant, il court le dos arc-bouté. Il court recroquevillé sur lui-même. C'est moche, quoi. Honnêtement, bien sûr, c'est très très. Là, c'est un cas quasiment individuel. J'ai pris une image. Mais il y a des joueurs qui ont des préférences motrices qu'ils vont reproduire au fil de la saison qui sont pourtant correctibles et perfectibles. Et ça, c'est très très embêtant parce que le joueur, d'accord, il est habitué à jouer avec son ballon. C'est pour ça qu'il regarde souvent ses pieds, tout ça. C'est une bonne chose. Mais par contre, ce qui est une moins bonne chose, c'est que ça a un impact quand il n'a pas de ballon. On dirait, on dirait que lui, il court comme s'il avait un ballon. C'est quand même dingue. Donc forcément, il perd de l'efficacité. Il se fatigue plus pour suivre le même joueur. Il ne sait pas forcément se placer dans l'espace ou réagir aussi efficacement sans ballon qu'avec ballon. Donc ça, c'est vraiment très très embêtant et c'est vraiment un point clé. C'est pour ça que moi, je fais beaucoup d'analyses vidéo posturale et physique sur les joueurs que j'encadre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la posture, comme j'ai dit en commentaire de ma vidéo sur la posture, comme je le dis là, c'est des exercices généraux. Si j'avais voulu donner des exercices précis, ça aurait été moins intéressant parce qu'on aurait fait un cas pratique. La vidéo aurait été très très longue, ça aurait été presque plus un documentaire en fait. Et ce cas pratique, comment dire, il n'aurait pas été adapté à tous. Donc là, j'ai préféré prendre des points généraux qui viendront améliorer, comme je l'ai écrit, l'ensemble des foulées. Mais en vérité, il faut travailler sur des points qui sont adaptés aux individualités, adaptés au club, adaptés au moment de la saison. C'est tout un art et c'est pour ça que j'interviens individuellement ou en très faible groupe. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il n'y a pas une seule façon de faire, comme il n'y a pas une seule tactique valable au football, pas une seule technique, pas un seul style de jeu, il faut prendre au sérieux le physique, le travail de posture. C'est pas assez fait. À haut niveau, on voit très très peu d'analyse vidéo posturale. Ça peut être développé, ça peut largement être développé avec l'analyse tactique et technique. À plus faible niveau, parfois on voit juste rien. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Comme pour le travail tactique, comme pour le travail technique, comme pour le travail mental. Il y a des façons différentes de faire, mais il faut le faire dans tous les cas. C'est ce que vous devez retenir de cette vidéo. Pour faire la différence, il faut bosser sérieusement. Donc sur le travail physique comme on en a parlé, mais aussi sur la tactique, le technique et le mental. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis, parce que comme il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il va y avoir forcément des témoignages différents. N'hésitez pas à aller sur Discord si vous voulez discuter encore plus du sujet. Je vous mets en description un article sur le sujet que j'ai rédigé qui est légèrement plus extensif que cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, on se dit à tantôt, portez-vous bien.